Georges Bensoussan, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes déjà en Israël en perspective de 3 conférences que vous allez donner la semaine prochaine à Jérusalem, Tel Aviv et Natania. 2 de ces 3 conférences, et ce sera notre sujet, on va dire, le plus important ce matin de notre discussion, ce sont les populismes et les fractures françaises, bien entendu, autour de ce qui s'est passé, en particulier ces dernières semaines en France, avec les manifestations des Gilets jaunes, la violence, et puis même peut-être certains dérapages que l'on a pu constater. Vous qui étiez pendant de nombreuses années l'un des historiens de la Shoah, au mémorial de la Shoah, nous voudrions également savoir, et nous allons en parler dans quelques instants, comment vous analysez en fait ces derniers développements et certains relents d'antisémitisme que l'on a pu constater dans cette protestation. Alors tout d'abord, pour revenir au sujet principal, c'est-à-dire comment expliquez-vous ce qui s'est passé ces dernières semaines en France? C'est parti, vous le savez, de problèmes fiscaux, de problèmes de revenus, c'est évident, et très rapidement, on a commencé à comprendre qu'il s'agit en réalité d'une crise largement sociétale et culturelle, où toute une France invisible, c'est-à-dire en fait une grande partie des classes populaires, le haut des classes populaires et une plus grande partie des classes moyennes, se sont rendus visibles, et matériellement d'ailleurs ça s'est concrétisé par ces fameux gilets jaunes, rien de plus visible que les gilets jaunes, et en même temps par l'occupation des ronds-points, un double symbole si vous voulez. Alors qu'est-ce que c'est que cette France des invisibles, ou ce que un géographe comme Christy lui appelait la France périphérique? Oui. C'est toute cette France qui a été oubliée par les médias, cette France qui n'existait pas, parce que l'attention s'est depuis des décennies focalisée sur les banlieues, Oui, qui ne représentent qu'à peine 8% de la population de la France, et une toute petite partie du territoire, mais seulement une petite minorité de population. Et évidemment, la France des grandes métropoles, la France aisée, la France qui est médiatiquement, culturellement sur le devant de la scène. C'est celle-là qui a focalisé l'attention, qui était omniprésente dans les médias, en particulier à la télévision, dans tous les grands médias de masse, si vous voulez. Et alors, toute cette France populaire qui représente au moins 60 à 65% de la population, qui avait été rendue invisible par le discours médiatique dominant et par le discours culturel dominant, tout d'un coup, cette France populaire s'est rappelée à la conscience de la classe politique qui dirige ce pays. Alors, cette France populaire, elle a critiqué très massivement le pouvoir actuel, celui d'Emmanuel Macron. Elle n'a pas de critique à émettre concernant les banlieues. Est-ce que les banlieues ont participé à ce mouvement, se sont reliées à ces mouvements, cette troisième partie de la population française? Pour l'instant, on n'a pas vu vraiment le ralliement des banlieues, en particulier de ce qu'on appelle les quartiers de regroupement socio-ethniques, si vous voulez, dans les banlieues, se regrouper les préoccupations des Gilets jaunes. On a vu surtout un regroupement qui est très blanc, entre guillemets, si vous voulez. C'est ça. Très France populaire blanche, pas tellement issu de l'immigration. Ce qui veut dire, vu d'Israël, j'avance, qu'on a une sorte de front commun entre les élites et les banlieues d'un côté, et de l'autre côté la France profonde. Ça pourrait être une définition exacte? Je ne suis pas sûr. Je parlais de front commun. On peut parler en revanche d'une extrême division de la société française. Il n'y a pas 2 France, comme on l'a souvent dit, les grandes métropoles et les banlieues qui se font face. Il y a 3 France. Et ça a été dit depuis des décennies, simplement ça n'était pas relayé par le discours médiatique ou le discours culturel dominant. Ce sont plutôt 3 France qui cohabitent, qui coexistent, qui ne feront pas front commun. Aucune ne fait vraiment front commun avec une autre. Alors, quand je reviens sur votre question, est-ce que les banlieues ont rejoint le mouvement? Pour l'instant, on ne peut pas le dire. Ça n'est pas visible, ça n'est pas perceptible dans tous les cas. Est-ce que la question identitaire ou la question de l'immigration est présente sur les ronds-points des Gilets jaunes? Ça n'a pas été dit explicitement. Du moins, dans les médias, ça n'a pas été relayé. Ce qu'on sait aujourd'hui, par les réseaux sociaux en revanche, c'est que la question de l'immigration et la question de l'identité est omniprésente sur les réseaux sociaux, mais elle est très absente du compte-rendu médiatique. Pourquoi, à votre avis? Voilà, justement, j'allais vous dire. Pourquoi? Je n'en sais rien sur le fond. Je ne le sais pas. Est-ce que ça signifie que du côté des Gilets jaunes, il y a une réticence à parler de ces questions parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés médiatiquement? Est-ce que du côté des médias, on a une certaine frilosité, une certaine timidité à relayer des paroles, comme je l'entendais hier de la part d'un journaliste, qui sont politiquement dérangeantes?
je n'ai pas de réponse à vous apporter. Une chose est sûre, c'est que dès qu'on touche à la question d'identité en France, dès qu'on touche à la question culturelle, on est en présence d'un déni massif, d'un refus massif de voir la réalité telle qu'elle est. Comme si, en nommant les choses, on les faisait exister. En nommant le péril, on donnait consistance au péril. Finalement, c'est une attitude qui consiste à mettre dans le sable, enfin, on connaît la métaphore très célèbre, à mettre la poussière sous le tapis, si vous préférez, oui, pour ne pas voir le danger qui est devant nous. Mais c'est une attitude très puérile, c'est une attitude d'enfant de 4 ans, si vous voulez. Alors, ce n'est pas l'attitude d'un peu de nature. Alors, par contre, ce que l'on a vu, et là encore, on se place d'ici, de Jérusalem, et peut-être que ce que l'on voit de Jérusalem, on ne le voit pas de la même manière à Paris, c'est certains relents d'antisémitisme dans cette protestation. L'association entre Macron et Rothschild, le fait que, c'est-à-dire, ça a été mentionné, ça a été mis en évidence par dans certains médias. Est-ce qu'il y a véritablement, dans cette France profonde, une sorte d'antisémitisme de souche qui ne s'est jamais estompé? Alors, penser qu'on puisse en venir à bout de l'antisémitisme culturel définitivement, l'éradiquer totalement, je ne crois pas. Je pense que c'est un fond culturel qui reste, mais qui a énormément progressé dans la France telle qu'on la connaît aujourd'hui par rapport à la France des années 50. Ça n'est pas du tout la même situation. Souvenez-vous, quand Pierre Mendès France a été nommé président du Conseil en 1954, la flambée d'antisémitisme que ça a provoqué. Uh-huh. Et dans les années suivantes, sous la Ve République, et encore jusqu'à la possibilité de la candidature de Dominique Strauss-Kahn à la présidence en 2011, il n'y a pratiquement plus de manifestations aussi violentes d'antisémitisme. Il n'y a pas eu de ces relents là d'antisémitisme. Donc, penser que l'antisémitisme français est resté inextricable comme un bloc depuis la fin de la guerre, c'est faux. Il a énormément régressé. L'antisémitisme traditionnel, je dis bien. Bon, l'antisémitisme de la France profonde, comme on... C'est ça, il a cédé la place à l'antisémitisme des banlieues. Oui, alors cet antisémitisme culturel des banlieues, comme on dit des banlieues, il vient très largement d'une partie de l'immigration, on sait très bien laquelle. Bon. L'affaire est désormais... Il a fallu 20 ans quand même pour dire simplement qu'il faisait jour à midi. Bon, enfin ça c'est quand même le propre de la société française, qu'il faut énormément d'années pour dire des choses banales, des choses évidentes, pour qu'elles soient enfin reconnues. Mais pour en revenir pour en revenir à l'antisémitisme des Gilets jaunes, ce qui aurait été étonnant, c'est qu'il n'y ait pas de manifestation d'antisémitisme. Ah bon? Donc je crois qu'on aurait tort, oui, pour l'instant, on aurait tort de focaliser notre attention sur l'antisémitisme, tout en y prêtant quand même garde, tout en y faisant quand même attention. Mais ramener tout le mouvement des Gilets jaunes aux manifestations d'antisémitisme telles qu'on les voit aujourd'hui, c'est un peu, à mon avis, c'est un peu caricatural, c'est un peu étroit, c'est voir le problème par un petit bout de la lorgnette. Cela étant, rien ne dit qu'il ne puisse pas y avoir une extension de ces, entre guillemets, dérapages. Pour moi, ce ne sont pas des dérapages. Hein. C'est l'expression d'une partie de cette France profonde. Malheureusement, ça existe. Il faut faire avec. Peut-être que, vu le net de la crise des Gilets jaunes, l'expression d'antisémitisme pourra peut-être demain se développer, parce que vous avez fait référence à Macron, la banque Rothschild, parce qu'effectivement, il est passé par la banque Rothschild. Mais on a vu des pancartes encore récemment sur l'autoroute A6 liées dans une même réprobation, Macron, Drahi, Patrick Drahi et Attali, Jacques Attali, par exemple. Et ce qui est quand même étonnant, c'est qu'il n'y a là que des figures juives, comme si tout le pouvoir en France se résumait à cette petite partie de la population. Donc il y a effectivement un danger, mais c'est un danger auquel on pouvait s'attendre dans la mesure où depuis longtemps, les Juifs sont les représentants de la modernité dans le monde occidental, et quand une crise qui est le fruit comme celle-ci, qui est le fruit d'un affrontement avec une modernité qui est très déstructurante pour ces fameux Gilets jaunes, quand une crise se produit de la sorte, il est évident qu'à un moment ou à un autre, la minorité juive va être dans le collimateur. Alors, vers où va-t-on, Georges? Est-ce que Macron a réussi à réduire l'intensité des flammes de la protestation des Gilets jaunes, ou est-ce que vous pensez que c'est une véritable lame de fond et que ce mouvement va se poursuivre, y compris avec ces dégâts collatéraux causés par les casseurs qui agissent, en fait, comme on l'a vu au cours des derniers samedis? Est-ce que vous pensez que ce mouvement va se poursuivre, ou alors Macron a réussi à le maîtriser quelque peu? Ce qui est sûr, c'est que les mesures prises par Emmanuel Macron sont des mesures conjoncturelles, y compris la prime aux policiers, la prime pour les uns, la prime pour les autres, c'est du saupoudrage économique.
Et les raisons de fond, les raisons profondes, elles ne tiennent pas à 300 € d'augmentation, à une prime de Noël ou à une augmentation du SMIC. Ce sont des raisons profondément culturelles qui tournent autour du mot respect et du mot mépris. C'est ça qui est le plus frappant dans les manifestations des Gilets jaunes, c'est que le mot mépris est revenu très fréquemment. Et là-dessus, je crois que les mesures conjoncturelles de type budgétaire ne suffiront pas à calmer la colère. Alors, est-ce que ça signifie que le mouvement ne va pas s'éteindre? Personne ne peut le dire pour l'instant. Mais les raisons de fond, elles sont extrêmement puissantes et il est possible que le mouvement s'éteigne et qu'il reparte de plus belle d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, à l'occasion d'une autre crise. On ne sait pas laquelle, d'une autre étincelle. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est évident que ça ne se résume pas à un problème de budget. Et vous pensez que Macron a réagi comme il le fallait, ou il était finalement, aujourd'hui, il est débordé par cette crise? Le sentiment qu'on a tous, même vu de France comme d'Israël, c'est que la classe politique au pouvoir est totalement débordée. Pas seulement lui, d'ailleurs. D'abord, ce parti, qui n'est pas réellement un parti, qui est une nébuleuse, qui a pris le pouvoir un peu par effraction et qui montre combien cette prise de pouvoir très étonnante de 2017 a révélé combien le système politique français était vermoulu, comme un arbre complètement rongé par les termites, tout s'est effondré. Voilà un homme qui était inconnu du grand public il y a 5 ans, Emmanuel Macron, et qui a balayé toute la classe politique. C'est dire combien la classe politique ne représentait plus la population française, sur le fond. Donc, que ces gens-là, que cette classe au pouvoir soit aujourd'hui totalement tétanisée par l'événement, c'est pas très étonnant, sur le fond. Donc, il a réagi comme il est. Il ne pouvait pas faire mieux, c'est évident. Est-ce qu'il est capable d'endiguer une crise de cette ampleur? J'en suis pas sûr. Alors, une dernière question. Georges, vous êtes actuellement, comme je le disais, en Israël à l'occasion de ces conférences que vous allez donner la semaine prochaine. Un observateur comme vous de ce qui se passe en France, je suis certain, observe également ce qui se passe en Israël. On a parlé de cette protestation des Gilets jaunes israéliens qui ont fait leur aliyah apparemment la semaine dernière. Est-ce que vous arrivez à dresser une sorte de comparaison entre les deux sociétés françaises, ou peut-être même pour extrapoler, et européennes, et israéliennes de l'autre côté, dans ce contexte de marasme? Je ne suis pas assez qualifié pour cela. Je ne connais trop peu la société israélienne pour porter le moindre jugement là-dessus. La seule chose qui me frappe, c'est que en matière d'inégalité sociale, si vous voulez, ici, le gouffre est encore beaucoup plus important qu'en France. Ça n'a rien à voir. La société française est une société de grande protection. C'est un État-providence qui fonctionne. Le fait est qu'il y a 57% de la richesse nationale qui est prise par la dépense publique. Bon, vous n'avez pas ici ces filets de protection. Et les différences sociales en Israël sont considérables. Alors la question plutôt est de savoir pourquoi en Israël un mouvement type Gilets jaunes n'a pas pris et peut-être ne pourra pas prendre. Je rappelle que Boulevard Rothschild à Tel Aviv, il y a eu le mouvement des tentes en 2011. C'est ça. Et finalement, il a avorté. Alors on peut se demander si les situations sont transposables. À mon avis, non, pour une simple raison. Ce pays est un pays en guerre. La sécurité. Et ça change totalement la donne. Totalement. Ben oui, quand il y a des problèmes dans le sud avec Gaza, dans le nord avec le Hezbollah, à l'intérieur de la Cisjordanie avec les Palestiniens, le Hamas, on n'a peut-être pas le temps ou l'esprit suffisamment libre pour protester tout simplement contre ces inégalités. Vous avez raison, et puis aussi parce que je pense que chaque Israélien sait qu'il y a une menace existentielle sur la vie même de la nation. Et ça n'existe pas en Europe. Oui. Alors, malgré tout, on vit comme une sorte de grande Suisse. Oui. Ici, c'est tout sauf la Suisse. Eh bien, merci beaucoup, Georges Bensoussan, de nous avoir donné un aperçu de ce que vont être vos conférences, vos interventions la semaine prochaine. Alors, Eliana Gurfinkel nous a rejoint. Vos conférences seront données la semaine prochaine. Eliana, vous allez nous énoncer les heures et les lieux des conférences de Georges Bensoussan la semaine prochaine. Non, on ne nous entend pas là. Alors, je vais le dire moi-même. La conférence à Jérusalem aura lieu Oulam Echal Avraham Rehov Shimon dans le quartier de Baka à Jérusalem le 25 décembre. Ce sera sur le thème donc des populismes et des fractures françaises. À Tel Aviv, ce sera le 2 janvier, 7 boulevard Rothschild. Eh bien, là, ça sera sur le terrain de la protestation de 2011, également sur le même thème. Et puis, le 10 janvier à Netanya. Et là, on parlera d'un autre thème qui vous
vous est cher, dont on avait déjà parlé à l'époque dans une autre intervention, c'est les Juifs des pays arabes. On peut parler de ce que vous appelez le grand déracinement entre 1850 et 1975, des Juifs issus des pays arabes qui ont été ou expulsés ou qui ont dû quitter leur patrie d'origine après, donc en particulier la création de l'État d'Israël et même avant également. Merci Georges Bensoussan d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée, bonne chance pour vos conférences la semaine prochaine. À bientôt, shalom.